possible parce que le principal, c'est que vous puissiez avoir un échange avec Jean-Loup Dabadi. Présenter Jean-Loup Dabadi ensuite est un exercice extrêmement difficile. D'abord parce que il a fait énormément de choses différentes dans sa vie, donc on est sûr d'oublier au moins une de ses activités. Et ensuite parce qu'il est déjà très très connu, membre de l'Académie, écrivain, journaliste, parolier, auteur de théâtre, et bien sûr scénariste de cinéma. Mais je suis certain que j'ai oublié quelque chose dans son parcours. Sur le scénario, il a travaillé depuis les années 60 avec à peu près tous les plus grands réalisateurs qu'on puisse connaître, passant par Lelouch, Yves Robert, Pinotto, je dois en oublier plein. Rien que dans Wikipédia, l'article concernant fait 9 pages d'habitude, ça fait entre 2 et 3 pages. Lui, c'est donc 9 pages, donc je ne vais pas réussir. Mais ce qui est important, c'est que c'est, me semble-t-il, un homme principalement d'écriture et qui défend quelque chose, en tout cas, qui nous est beaucoup d'entre nous assez cher, c'est que même s'il y a des spécialités dans l'écriture, on n'écrit certes pas un scénario comme on écrit des paroles de chansons, néanmoins, l'écriture, c'est une même chose, c'est une même vision, et il en est l'exemple vivant, puisqu'il est allé un petit peu visiter toutes les écritures. Alors, je vais poser la première question qui va être assez générique, parce que le principal, c'est que je parle de la vie. Sur le cinéma, comment vous êtes arrivé au cinéma? Est-ce qu'on peut avoir un peu ce truchement petit à petit dans votre vie? Oui, c'est pas très clair, parce que je suis arrivé par plusieurs chemins. J'étais d'abord j'ai fait des études de français latin grec, j'étais après le bac en Hippocagne et Cagne, lettres, et j'ai écrit 2 livres qui ont été publiés aux éditions du Seuil quand j'avais 19 ans. C'est ce qui m'a valu ma première télévision, une émission qui s'appelait Lecture pour tous à l'époque. Et seulement, on ne gagne pas facilement sa vie en écrivant des livres, et notamment à cette époque-là. Et il fallait bien que j'eusse un métier. Alors, Pierre Lazareff, une grande figure du journalisme, qui avait repéré que j'écrivais des articles dans un journal qui s'appelait Arts et Spectacles, il lisait tout. Il avait lu mes livres, il lisait tous les articles, il lisait. En tout cas, il m'a fait venir dans son groupe de presse. Le groupe de presse, François, Paris Presse, Elle, Candide, j'en oublie, plein de journaux. C'était un grand patron de presse, et c'est d'ailleurs le seul métier qu'on ne m'ait jamais enseigné. Parce que, vous le verrez, ceux qui veulent épouser, fréquenter une de ces belles disciplines de l'écriture, que ce soit le théâtre, le cinéma, la chanson, les sketchs, on n'apprend pas, on navigue à l'estime, on apprend sur le terrain. On apprend, oui, on va vous dire, faites une école de cinéma, moi je suis très contre ça, parce que je trouve qu'il ne faut pas prendre de l'argent des gens pour leur apprendre des choses évidentes, parce qu'on n'enseigne pas l'imagination. Alors vous aurez appris d'écrire Université de Valenciennes, Amphi, J. Well, Intérieur Jour. Le reste, c'est votre imagination de dire Jean et Claudine arrivèrent en retard et ils prirent place au dernier rang. Il était amoureux d'elle, ça se voit à son regard et on écrit le dialogue. Mais ça s'apprend donc sur le terrain. Les chansons, c'est pareil. Hein, c'est pas difficile d'apprendre qu'il faut être un peu, comme dit Julien Clerc en parlant de moi, il dit Jean-Loup, il n'est pas musicien, mais il est musical. Il faut avoir l'oreille un peu musicale pour suivre une musique, si on vous confie une musique. Mais autrement, il faut savoir, comme en poésie, écrire des couplets, des refrains, des strophes. Il faut savoir ce que c'est des rimes, c'est pas très compliqué, on le sait depuis l'enfance. Et puis il faut avoir d'imagination, il faut avoir en soi du romanesque et du romantique tout à la fois. Pour les sketchs de la drôlerie, voilà, il n'y a pas de technique pour les sketchs, simplement on se dit, on est des artificiers, on essaie de mettre sa mèche au début d'une phrase, de sorte que le public éclate de rire, si possible, au bout de la phrase. Voilà.
C'est-à-dire que le métier de journaliste, c'est un vrai métier, parce qu'on vous apprend à faire une enquête, à faire une interview, à choisir des photos, à écrire des légendes, à faire des titres, des sous-titres, et surtout des articles. Ça m'a beaucoup servi dans ma vie d'auteur, ça me sert encore. C'est la fameuse règle que tous mes anciens, mes aînés, étaient souvent de jeunes aînés, dans les journaux de Pierre Lazareff, m'enseignaient et ils exigeaient de moi que je l'applicasse. C'était le fameux « où, quand, comment ». Et le rédacteur en chef me disait, quand je partais sur des choses littéraires, croyais-je, il me disait « attends, non, ça se passe où, quand et de quoi se passe-t-il ?» Si au bout de 5 lignes, les gens ne le savent pas, ils passent à autre chose, à une autre page du journal, ou pire, à un autre journal. Et ça m'a servi. Donc, je vous donne un exemple. Ma première chanson, c'était une chanson pour Serge Reggiani, qui s'appelait Le Petit Garçon. Et le début, les paroles, je n'ai pas fait exprès, mais c'était ma culture journalistique. Comme je ne savais pas écrire de chansons, et qu'il était très pressé, le début de la chanson, c'est « Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, je donne même la météo, comme tu lui ressembles, on est là tous les deux seuls. » Voilà. Il y a les personnages qui sont là, la situation, un homme quitté par sa femme, et qui reste seul avec un enfant dont il ne sait pas se servir, et dans une maison, le lieu, et avec la pluie qui tombe. Et voilà, mais j'ai écrit comme ça parce que je venais du journalisme. Je réponds à la question de Laurent comme je peux, comme ça. Et sur ces entrefaites, écrivant, j'ai écrit une pièce. Pour gagner ma vie, j'ai quitté le journalisme parce que c'est un travail à plein temps. On ne peut pas le faire comme ça. Et puis écrire des livres, des chansons, des pièces, c'est impossible. Il faut choisir. J'ai choisi d'essayer de tenter de vivre de ma plume. Et au début, j'ai écrit des sketchs pour Europe 1, pour Henri Salvador. J'écrivais les sketchs d'une émission que j'avais appelée Salvadorissimo, qui était tous les dimanches matins, sur Europe 1. Et ça avait un succès parce qu'il était très drôle, il était très intelligent, très musicien et musical, lui à la fois, et que c'était un interprète tordant. Et là-dessus, comme beaucoup d'étudiants de l'époque, mon sursis a été cassé, parce qu'on avait besoin de pauvres garçons comme moi pour aller en Algérie. Je ne suis pas allé faire la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu le cessez-le-feu pendant que je faisais mes classes dans une lointaine caserne dans le sud-ouest de la France. Et pendant que je faisais mes classes, on n'avait pas le droit de sortir, on avait le mercredi soir le droit d'aller au foyer du soldat pour boire une boisson très ingrate à base de chocolat qui s'appelait le Bon Colac, je me rappelle. Et il y avait un petit poste de télévision sur une étagère, une seule chaîne en noir et blanc, et sur cette image, un mercredi soir, je vois arriver un petit bonhomme qui ressemblait à Robert Hirsch, qui d'ailleurs cultivait cette ressemblance, qui venait dire des sketchs qu'il avait écrits lui-même. Il arrivait comme Robert, en faisant des clignements d'yeux, comme ça, puis il disait ses sketchs. Donc je le trouvais très drôle, je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. Alors ma mère m'avait mis dans ma petite valise une lampe pour lire ou écrire sous les draps le soir à 10h dans la chambrée après le cessez-le-feu, le couvre-feu. Et voilà. Et j'ai écrit mes 2 premiers sketchs de spectacle en dehors de ceux de la radio, qui étaient pour Guy Bedos, qui était Bonnefeld-Paulette et le boxeur, M. Ramirez. Et Guy dit qu'il a toujours l'enveloppe marron du vaguemestre de l'armée, parce que je lui ai posté manuscrit, adresse télévision française, M. Guy Bedos, télévision française, et j'ai envoyé mes 2 sketchs manuscrits, j'avais même pas de photocopie pour en garder une trace. Et puis j'ai eu le bonheur, peut-être 3 semaines, pas plus après, toujours au foyer du soldat, toujours en regardant cette petite télévision sur l'étagère, de voir entrer Guy avec des glaïeuls en plastique, comme ça. Bonne fête, Paulette, je vais lui dire à ma femme, elle a horreur des fleurs, et moi j'aime pas Paulette.
chocolat, bon, etc., etc. Et ainsi, ma carrière d'auteur de spectacle a commencé, parce que d'autres m'ont demandé des sketchs, on m'a demandé, une fois que j'ai été, même pendant que j'effectuais la fin de mon service militaire, on m'a demandé déjà d'écrire pour des émissions, et puis, enfin des émissions, des textes pour des émissions, pour des grands acteurs, Galabru, Le Poulain, Lire-le-Jeu, Poiré-Serrault, que j'ai connu à ce moment-là. J'ai écrit une pièce qui a été créée au Théâtre de Paris par le grand Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur. Il m'avait pris comme son petit-fils, vraiment. Il a arrêté de jouer une pièce de Pinter pour créer la mienne, avec Françoise Roset, grande figure aussi du cinéma et du théâtre français. Et c'est là que Serge Reggiani, à qui un rôle avait été proposé dans cette pièce, et qui ne voulait pas ou ne pouvait pas la jouer, il était tellement courtois et généreux, il avait dit qu'il n'avait pas de temps, qu'il y avait un autre projet, etc. Un jour, il me téléphone en me disant, voilà, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. On revient à l'histoire du petit garçon. Comme le petit garçon a marqué le début de la carrière en chanson de Serge et la mienne, puisque c'était, j'avais écrit 2 ou 3 chansons comme ça pour des inconnus aussi illustres que moi. Et d'autres ont commencé à me demander des chansons. Et bizarrement, ça doit vous donner beaucoup de courage. Il n'y a aucune logique dans notre métier, aucune raison. Le premier qui m'a demandé de lui écrire des chansons après que j'en avais écrit plusieurs pour Serge, l'Italien, Hôtel des Voyageurs, Et puis, etc., ça a été Michel Polnareff qui m'a téléphoné un jour en disant, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. Alors, je me rappelle toujours lui avoir dit, mais ça me fait, vous m'honorez beaucoup, mais j'écris les premières chansons que j'ai écrites pour Serge Reggiani. Il dit, oui, je les ai écoutées, justement, je voudrais que vous m'écriviez. Je lui dis, c'est pas du tout votre style, on est loin de la poupée qui fait non et tout ça. Et il dit, alors lui aussi me dit, c'est pour ça, je veux changer, voilà. Et j'ai commencé à écrire pour lui une chanson qui s'appelait Tous les bateaux, tous les oiseaux, une autre qui s'appelait La maison vide. Et ça a été le départ d'un long compagnonnage qui a duré, qui dure jusqu'à maintenant, plus de 30 chansons. Et puis c'est comme ça que j'ai connu, que nous nous sommes connus avec d'autres interprètes, mon cher Julien Clerc, et Yves Montand et tant d'autres. Et Claude Sautet, qui aimait beaucoup Serge Reggiani, et qui connaissait l'auteur du Paul Guimard. Vous voyez, c'est complexe, puis je vais arrêter, je passe par mon jumeau pour répondre à votre question, mon cher Laurent, comment vous êtes arrivé au cinéma. Claude Sautet avait parlé de moi ou Reggiani lui avait parlé de moi. Claude Sautet cherchait un auteur, et au même moment, Paul Guimard, qui était un romancier assez connu, qui avait eu l'interallié avec un de ses livres qui s'appelait Les choses de la vie, Paul Guimard m'avait dit, j'avais rencontré parce qu'il joue aux cartes, il était un enragé du Gin Rami, et on était une bande de copains, comme ça, à se retrouver à dîner chez les uns ou chez les autres. Paul était mon aîné, mais nous nous aimions beaucoup. Et cependant que Benoît Drouot commençait à provigner ces terres du féminisme, quand elle est devenue après une grande jardinière, une grande papesse, comment dire, un très bon auteur. Alors Benoît nous laissait nous amuser à jouer aux cartes avec nos copains, et Paul me dit un jour, j'ai écrit ce livre, mon éditeur de Noël l'a proposé partout à des producteurs, personne n'en veut, donc on ne peut pas faire de film, est-ce que vous accepteriez d'en faire une adaptation pour pas d'argent? Alors, je vous remercie pour votre proposition, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aime beaucoup votre livre. Et puis il me dit, mais en revanche, vous viendrez passer, si vous voulez bien, 15 jours ou 3 semaines dans ma maison en Bretagne, un petit pays qui s'appelle Carcani, où je suis allé. J'étais un peu amoureux d'une de ses filles en même temps, alors tout s'arrangeait. Et j'ai écrit un premier traitement que j'ai porté à Claude Sautet, en lui disant, vous connaissez tout le monde dans le cinéma, moi je connais personne,
Et Claude, à l'époque, avait dit « Je ne fais plus de cinéma » parce qu'il avait eu une très mauvaise expérience avec son deuxième film. Il avait fait un premier film avec Belmondo et Lino Ventura, qui s'appelait Classe Touriste, un policier excellent, en noir et blanc. Il en avait fait un autre qui s'appelait L'arme à gauche. Alors ça s'était beaucoup moins bien passé avec Lino, parce que le producteur les avait plus ou moins laissé tomber à la moitié ou aux 2 tiers, enfin laissé tomber, il était resté là en disant « Je ne peux plus payer personne, j'ai plus d'argent ». Alors Claude en avait gardé un souvenir très amer, il avait décidé d'abandonner le cinéma, et à ce moment-là, il avait trouvé une autre activité qu'il jugeait aussi intéressante que le cinéma, à l'écouter, c'était de repeindre des appartements avec son beau-frère. Vous voyez ? Oh, tu peux pas savoir, c'est merveilleux, on est bien, on est tranquille, on va au bistrot à midi, quand on débouche, on débraye le bonheur, on n'est pas emmerdé par tous ces producteurs et tout ça. Alors, je lui ai dit, je suis quand même... on attendait quand même un autre devenir de toi quand même. Alors, parce qu'on va s'emmerder, etc. Alors je lui demande de me faire un cadeau de lire mes 80 pages d'adaptation des choses de la vie, pour qu'il me dirige vers un de ses copains metteurs en scène, pour dire qu'il faut le présenter à un tel et un tel. Parce que ça avait été refusé déjà par Schoendorf et par mon cher Alain Cavalier, qui après m'a dit, tu sais, j'ai mal vu, je regrette. Je comprends tout à fait, on fait tous des erreurs de ce genre, on refuse des choses dont on s'aperçoit après qu'elles étaient intéressantes, voire très intéressantes. Heureusement, nous avons le droit à l'erreur, parce que moi je réclame toujours. Alors Claude lit ça, c'est pas qu'il le lit, il le donne à lire à sa femme, j'ai appris après, mes 80 pages. C'était un samedi, je lissais ça sous son paillasson, il habitait avenue des Gobelins à Paris, et il n'y avait pas de code pour entrer dans les maisons. Et il avait donné ça à sa femme, Graziella, pour qu'elle le lise. Et elle lui avait dit, avec son charmant accent qu'elle avait, Claude, il faut absolument tu le lises toi, parce que c'est peut-être intéressant pour toi, t'as beau dire que tu ne veux plus faire de cinéma. Et le lundi matin, son coup de téléphone inoubliable de mon Claude Sautet, il me dit, je veux refaire du cinéma, et je vais le faire avec ce film. C'est ainsi que nous avons, j'en arrive à ma réponse, j'ai commencé au cinéma, vraiment commencé, avant j'avais fait des petites choses, mais là j'ai vraiment commencé à scénario et dialogue avec Claude Sautet. Nous n'étions pas au bout de nos peines, c'était déjà quelque chose de se rencontrer, c'était bien précieux, et ça a occupé une grande partie de notre vie après. Mais après, alors là j'ai écrit le scénario définitif, en présence tous les 4 jours ou 5 jours de mon metteur en scène, et quand il a été terminé, le scénario, on a essuyé un nombre de refus d'acteurs absolument incroyable. Le nombre de râteaux qu'on s'est pris avec notre scénario, et certains, à nouveau, Claude ronchonnait, plus que ronchonnait, parce que ses meilleurs amis, Lino, avec qui il avait fait ses 2 premiers films, on n'en a pas voulu. Montand, on n'en a pas voulu. Pour le rôle de la femme, notre chère Annie Girardot n'en a pas voulu. Je ne sais plus encore qui. Tout le monde nous refusait les 2 rôles. C'est ainsi que Claude, un jour, me dit il y a cette actrice là, Romy Schneider. Alors moi, évidemment, j'ai eu la réaction de tous les idiots que tous les idiots peuvent avoir au passage, de dire ah non, si, impératrice, ça ne peut pas donner tout ce mal pour faire. Il me dit non, attends, j'ai vu des rushs, on appelait les rushs à l'époque, c'était les premières épreuves des vivantes filmées des films qui se tournaient la veille, on les voyait en studio pour faire ce que les techniciens appellent du choix. Et il dit, j'ai vu les rushs d'un film de Ray qui s'appelle La Piscine, avec Delon, elle est formidable, formidable. Alors, je lui fais confiance, et puis je trouvais que c'était une belle femme. Je ne savais pas comme actrice comment elle pouvait être, en dehors de Sissi impératrice. C'est après que j'ai découvert pendant une longue époque de ma vie et de la sienne, quelle très grande actrice, très grande artiste Romy était. Et la même chose pour le rôle de l'homme.
Comme tous nos amis acteurs, on disait pas bankable, heureusement à l'époque, mais qui était sur qui les producteurs et diffuseurs acceptaient d'investir, nous refusaient le rôle. Alors là, c'était moi qui avais eu l'idée de dire, il y a Michel Piccoli, je ne sais pas si tu l'as vu dans le Don Juan, tourné à la télévision en noir et blanc par Marcel Buval, avec Claude Brasseur en Sganarelle. Il est absolument admirable, il a une finesse, une profondeur, une voix, une élégance, etc. Et nous, à la partie, c'est ainsi, notre quatuor, Claude Sautet, votre serviteur, Romy et Michel Piccoli, nous avons fait un certain nombre de films ensemble. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais dans le cinéma, mon cher Laurent. Vous avez tenu bon, parce que c'est pas facile d'avoir un traitement refusé par tout le monde. Bon, non, mais ça fait partie de notre vie, ça arrive aussi pour les chansons, ça arrive pour les pièces, ça arrive pour tout. C'est le droit de chacun et de chacune de refuser, de n'avoir pas envie, de se, comme ils disent quelquefois poliment, de ne pas se voir dans le rôle, vous voyez. Et là, je voudrais faire un peu une petite interruption avec votre permission. Je voudrais savoir qui vous êtes, vous. À qui je parle, là? Alors, est-ce que quelqu'un, puisque vous n'avez pas voulu venir vous asseoir près de nous, même de loin, dites-moi d'où vous venez. Alors, les plus jeunes, c'est les élèves. Ah oui, répondez pas, alors, passez pour les faire parler. Alors, personne ne veut parler. Bon, on va faire une bande de mulets, nous voilà bien. Moi, je suis venue accompagner ma fille, qui est ici à l'université. Très Quand bien. elle m'a dit qu'il y avait Jean-Louis Dabadi qui venait en masterclass, j'ai dit quand même, c'est pas à pas rater. Et qu'est-ce que vous faites à l'université? Ben, c'est ma fille qui y est. Oui, j'ai bien compris. Et toi? Je suis en première année de licence culture, administration et médias. On va pas faire du journalisme aussi. Très bien, Donc, très bien. Moi, je suis réalisateur de films et vous avez changé ma vie avec Clara et les Chic Types, qui est un scénario qui m'a donné envie d'écrire. Ah, c'est vraiment très gentil, merci beaucoup. C'est très gentil. Là, ça a été le contraire. Je n'avais pas osé proposer le rôle à Isabelle, à Janie, parce que j'avais écrit pour elle La Gifle, et je me disais, bon, elle ne voudra pas recommencer tout de suite, et on cherchait une Clara, et puis les producteurs avaient mis une annonce, figurez-vous, je crois que c'est dans un journal comme François à l'époque. Voilà, nous cherchons, Beaumont cherche une actrice qui ressemble à Isabelle Adjani pour le dernier film, etc., le prochain film, et elle a téléphoné au producteur qui s'appelait Alain Poiré en lui disant, Alain, dites à Jean-Loup que jusqu'à présent, la fille qui ressemble le plus à Isabelle Adjani, c'est moi. C'était très gentil, et elle a accepté le rôle, qui est un, puisque vous me faites l'honneur d'en parler, un rôle un peu à équipe, ça, c'est pas un rôle principal, encore que ce soit le sujet principal. Alors, et vous là-bas, qui est au fond? Vous, voilà. Que faites-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous vous êtes pas trompé d'endroit? Bon. Elle vient du collège Carpeau et on est venu ici avec une prof de formation musicale pour assister à la présence. Les musiciens sont plutôt de ce côté-là. Oui, ça. les jeunes, ceux qui sont arrivés du conservatoire, surtout. Tous les musiciens. D'accord. Et alors, dans les jeunes qui sont là. Moi, je vais accompagner ma fille qui est passionnée de cinéma. Ah, vous faites école de cinéma en quelque sorte. Je suis en première année. D'accord. En première fois, vous avez dit? Littérature. Ah oui, d'accord, bien. Ça vous plaît? Oui. Vous regrettez pas le choix? Très bien. Très bien. Il y a Alors, quelques étudiants de licence de lettres quand même, voilà, qui sont venus, d'autres sont en cours. très bien. Alors poursuivons. Je vais peut-être laisser la parole à droite parce que l'heure tourne et puis je suppose qu'ils ont aussi s'exprimer peut-être pour les questions. Alors moi, ce que je voulais éventuellement proposer comme question, c'était le fil d'intersection qu'il pouvait y avoir dans l'écriture, entre l'écriture des chansons et du cinéma. Alors, j'ai vu plusieurs combinaisons possibles. D'abord, dans ce que Jean-Louis Dabadi a produit, il y a les chansons de films.
du type la chanson d'Hélène, qui n'est pas entendue dans le film. J'en ai écrit peu. Hein. Oui. Oui, mais justement, donc, il y a ce type de chanson, il y a Ça n'arrive qu'aux autres, qui est nature. Un film que je n'avais pas écrit, moi, voilà. mais Nadine Trintignant, qui était en scène, avait demandé la musique à Michel Polnareff. C'est Michel Polnareff qui a fait toute la musique du film. Et comme j'écrivais des chansons avec et pour Michel, ils m'ont demandé tous les deux ce qui était peut-être un des sujets, si ce n'est le sujet le plus difficile auquel je me suis confronté dans ma vie. D'habitude, c'est moi qui choisis je tente ma chance. Mes interprètes me disent lance-toi puis on verra. Jamais, aucun d'entre eux, d'aucune génération, ne m'a donné de consignes. Écris-moi une chanson sur Valenciennes, ce qui serait très joli parce qu'il y a des rimes magnifiques à Valenciennes. C'est vrai. Et des rimes à l'ancienne. Et oui. Et seul Reggiani un jour m'avait dit vaguement j'aimerais un jour que tu écrives un texte sur mes racines italiennes, etc. Quelques temps après, j'ai écrit l'italien. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais là, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait que j'écrive une chanson qui fasse allusion, évidemment, sur la pointe des mots, comme on dirait sur la pointe des pieds, très indirectement, au thème du film. Or, comme le thème du film, c'est un couple qui perd un enfant, un bébé, en bas âge, toute l'histoire, c'est l'histoire de Nadine Trintignant et Jean-Louis Trintignant à l'époque. Le film était joué donc par Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni, mais mes chers interprètes aussi au cinéma, pour d'autres choses. Là, c'était assez difficile. Je veux dire que je voulais pas refuser, je voulais pas me dégonfler. Et pour écrire une chanson, les musiciens vont me dire, vous avez dû écouter Malheur, à propos des enfants morts, mais c'était très difficile. Alors, je me suis servi de cette image de l'oiseau, un oiseau de plus, un oiseau de moins, tu sais, la différence, c'est le chagrin. Ça a été très, très difficile. La musique était préexistante? Oui, bien sûr. La musique était Michel, la musique était dans le film. Donc elle était, voilà. Ça a été écrit après le... Voilà, après, oui. Et la chanson d'Hélène, vous l'avez écrite aussi après sur la musique? Également après, parce que c'est Claude Sautet qui m'avait dit que Philippe Sard, le musicien du film, le compositeur de tous les films de Claude Sautet d'ailleurs, lui avait dit « Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas une chanson », le film était depuis longtemps sur les écrans, comme on dit, et moi j'avais dit « ça serait formidable de faire chanter Romy », mais elle n'avait jamais chanté.